Salut les moutons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scam. Aujourd'hui un certain Patrice Pouillard me demande pourquoi que c'est-il qu'on a décidé de diviser la circonférence de la Terre par 40 millions pour obtenir le mètre? J'ai beau chercher sur Wikistrike, je ne trouve aucune réponse. Je pense qu'on nous cache la vérité vraie. En effet Patrice, l'origine du mètre est un véritable mystère trop étrange. Dans le film « Bâtisseur de l'ancien monde » de Patrice Pouillard, la narratrice nous explique que si, officiellement, le mètre aurait été inventé à la fin du XVIIIe siècle, d'après elle, celui-ci serait en réalité utilisé depuis la nuit des temps, puisque même la coudée égyptienne en serait un dérivé. Le film s'interroge notamment sur la définition du mètre. Pourquoi avoir décidé de diviser la circonférence de la Terre par 40 millions, et non 50 millions ou 36 millions, si ce n'est pour obtenir la valeur d'un mètre déjà préexistant, transmis à travers les siècles? Patrice Pouillard nous explique qu'il n'a pas trouvé la moindre réponse au pourquoi ce choix de la division du méridien par 40 millions. Pourtant, la création du mètre est extrêmement bien documentée. Essais, rapports d'académie, journaux de calcul, articles. La volonté d'universaliser les longueurs est une idée assez ancienne, mais qui n'avait jamais pu être concrétisée. Jusqu'à la Révolution, les unités de mesure se basent principalement sur le corps humain. Pieds, coudées, palmes, doigts. Il en découle inexorablement des différences plus ou moins importantes, malgré l'utilisation d'étalons de référence, dont les dimensions physiques vont varier en fonction de l'environnement et de la qualité des copies. Un étalon en bois, par exemple, pourra se dilater ou se contracter. Un étalon en pierre s'éroder. On décide donc d'établir une unité de longueur unique, capable de se pérenniser dans le temps et qui prendrait comme référence un élément immuable. Le but étant que n'importe quel état puisse recalculer, de façon indépendante, la valeur de cette nouvelle longueur. 3 propositions de définition sont retenues. La longueur d'un pendule simple qui bat la seconde, la longueur d'une portion du quart de l'équateur, la longueur d'une portion du quart d'un méridien. C'est l'idée d'utiliser le pendule qui obtient le plus de suffrages. En effet, la mise en pratique est extrêmement simple. En 1790, l'Assemblée nationale choisit ainsi l'unité de Buratini comme unité de base. Malheureusement, on finit très vite par se rendre compte que cette longueur est variable selon l'endroit où l'on se trouve sur la Terre, à cause de l'influence de la gravité. En 1793, on décide donc finalement de se baser sur les dimensions de la Terre, censées être immuables. L'équateur est écarté, du fait de son éloignement de l'Europe, au profit des méridiens, qui ont l'avantage de passer par tout point sur Terre. Plutôt que de prendre la circonférence entière des méridiens, on choisit de se baser uniquement sur la portion qui part du pôle jusqu'à l'équateur, afin de faciliter les calculs en réduisant la longueur totale à mesurer. Cela permet également d'utiliser une portion délimitée par des angles droits. Prendre le quart de méridien comme référence n'est pas nouveau. Les astronomes de l'époque l'utilisaient déjà comme base de calcul. C'est ainsi par exemple que la latitude sur Terre a une valeur comprise entre 0 et 90 degrés vers le nord, 0 et 90 degrés vers le sud. L'équateur étant le point 0 de référence. Le quart de cercle est donc déjà utilisé comme unité dans les calculs scientifiques en relation avec la Terre. Tout cela est expliqué en détail dans l'ouvrage « Instructions sur les mesures déduites de la grandeur de la Terre, uniforme pour toute la République et sur les calculs relatifs à leur division décimale », publié par la Commission temporaire des poids et mesures républicaine en 1793. On décide également d'utiliser un système décimal, afin de faciliter les conversions entre les sous-unités de ce nouveau système de mesure et pour correspondre à notre base de calcul. À cette époque, on a déjà une idée très précise des dimensions de la Terre. On estime donc la longueur d'un quart de méridien divisé par 10, puis par 100, puis 1000, etc. jusqu'à obtenir une longueur qui semble pratique à l'usage quotidien, ni trop petite, ni trop grande. Si on divise par 1 million, cela nous donnerait 10 mètres, ce qui est bien trop grand. A l'inverse, en divisant par 100 millions, on obtient 10 cm, bien trop petit. Il ne reste donc que le choix de diviser par 10 millions. Dans l'absolu, c'est de toute façon le quart de méridien qui reste la référence. Que l'on choisisse le mètre pour 1 100 000e ou 1 des millionième, les longueurs seraient exactement les mêmes. Seules les appellations seraient simplement décalées. La définition retenue sera donc d'un quart de méridien divisé par 10 millions. La véritable référence du mètre étant le quart de méridien, sa division par 10 millions découle naturellement de l'adoption d'un système décimal. À l'échelle de la circonférence, cela revient donc à la diviser par 40 millions. Voilà, on sait donc parfaitement pourquoi on a choisi cette division et pas une autre.
Et cela n'a absolument rien à voir avec la volonté de retomber sur une ancienne unité cachée à travers les âges. Cependant, cette définition va poser de nombreux problèmes par la suite. En effet, il n'est pas aisé de mettre en place une expédition pour mesurer ce quart de méridien, si un jour on souhaite faire des vérifications ou créer de nouveaux étalons. Au final, les étalons physiques créés au XVIIIe siècle feront office de référence, et les États en feront des copies. Mais la précision d'un étalon physique ne sera plus suffisante avec les progrès de la science et ses nouveaux besoins. En 1960, on décide donc d'abandonner la définition géodésique. Le mètre est désormais la longueur égale à 1 650 763,73 longueurs d'onde dans le vide de la radiation correspondant à la transition entre le niveau 2P10 et 5D5 de l'atome de krypton 86, afin de correspondre à la longueur des étalons métriques d'origine. Là, pour le coup, le but est de retomber sur une valeur existante, mais ce but n'est absolument pas caché. En 1983, enfin, le mètre devient la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 divisé par 299 792 458 secondes. Parmi les milliers et milliers de pages de documents à notre disposition, à aucun moment, les scientifiques du XVIIIe siècle n'expliquent avoir pour objectif de retomber sur un mystérieux mètre antique déjà existant. Il y a donc deux possibilités. Soit le mètre est bien une création du XVIIIe siècle et n'a rien à voir avec Pi ou Phi, soit il existe un gigantesque complot des savants et des artisans du monde entier à travers les millénaires qui auraient réussi à se transmettre sa valeur sans jamais partager un seul étalon et surtout sans jamais l'utiliser. Au XVIIIe siècle, les organisateurs de cet incroyable complot auraient finalement décidé de se mettre enfin à utiliser le mètre et de révéler son existence au peuple. Mais plutôt que de simplement décréter une nouvelle unité commune, ils se seraient embêtés à organiser une gigantesque mascarade pour faire croire que le mètre serait le fruit d'interminables débats et d'une non moins interminable expédition. À noter que lorsque Delambre et Méchain vont entreprendre de mesurer le quart de méridien, ils vont commettre une toute petite erreur qui fait que la longueur trouvée est ainsi plus courte de 0,2 mm que le 10 millionième d'un quart de méridien. Mais ceci est bien évidemment volontaire afin de faire coïncider la valeur du mètre moderne avec le mystérieux mètre des anciens bâtisseurs, n'est-ce pas? Pour finir, demandons-nous pourquoi les chercheurs de vérité veulent tellement se convaincre de l'existence du système métrique décimal à l'Antiquité. C'est tout simplement parce que sans cela, leur calcul numérologique basé sur la valeur de la coudée exprimée en mètres n'a pas la moindre raison d'exister. Peut-être que c'est en effet un énorme complot afin de cacher au peuple l'existence du maître, parce que si les gens savaient qu'en fait le maître existait depuis bien longtemps, eh bien ils seraient vraiment trop bouleversifiés et n'en dormiraient plus la nuit. De toute façon, mon ami Quentin Lesbossier a démontré avec ses carrés magiques que toute cette histoire était particulièrement louche et que les anciens bâtisseurs nous ont laissé un message dissimulé dans les alignements de tout un tas de trucs. Je n'ai pas encore décrypté le contenu du message, mais une chose est certaine, c'est trop étrange. Sur son blog dénommé Messages de la nuit des temps, notre ami Quentin Leplat présente les résultats de ses travaux numérologiques et met au défi quiconque de démontrer leur invalidité. Eh bien chiche, monsieur Leplat. Mais avant de commencer, je vous mets quelques extraits de sa vidéo de présentation pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Avec l'aide d'ingénieurs et de mathématiciens, nous avons développé deux outils statistiques qui permettent d'évaluer la probabilité que des monuments soient disposés les uns par rapport aux autres suivant des principes géométriques simples. Place maintenant au challenge. En m'appuyant sur les principes de la première architecture monumentale découverte par Howard Crowes, nous allons tester une proposition qui m'apparaît évidente. Les pyramides d'Égypte ont été positionnées afin d'établir des relations géométriques simples entre elles. Les unités de mesure qui servirent à la triangulation de ces monuments sont en relation avec les dimensions de la Terre, mettant en évidence que les Égyptiens disposaient d'une connaissance exacte de la taille et de la forme de la Terre. Le principe est simple. Nous allons évaluer la probabilité que l'implantation des pyramides répond ou non des premiers principes de l'architecture monumentale. Nous avons ajouté quelques angles qui nous ont semblé essentiels puisqu'ils sont employés dans l'architecture égyptienne. Passons maintenant au test réel. À l'issue du test, avec les 24 pyramides, l'outil nous délivre 33 angles remarquables et une probabilité de 1 chance sur environ 90 000 de voir apparaître autant d'angles remarquables. Voici donc le résultat d'un test scientifique que vous pouvez reproduire et vérifier.
Il est possible que parmi ces 33 angles, quelques-uns soient le fruit du hasard. Mais la loi binomiale donne un résultat sans ambiguïté. Il est impossible de dire que les Égyptiens ont construit des pyramides sans avoir en tête un plan précis d'implantation des monuments les uns par rapport aux autres. Alors, avant toute chose, je vais vous faire un bref résumé de la théorie de la géométrie des anciens, défendue par Quentin Leplain et Howard Crowhurst. Donc, selon eux, les monuments des anciens bâtisseurs ont été positionnés entre eux le long de diagonales de figures rectangulaires composées de carrés. Tout ça repose uniquement sur l'intuition de nos deux chercheurs de vérité, étant donné qu'il n'y a absolument aucun indice historique allant dans le sens de cette hypothèse. Donc, si vous arrivez à tracer des carrés entre deux lieux, vous avez le droit de vous extasier selon cette théorie. Ce qui est pratique avec ce concept, c'est qu'en multipliant les carrés, on multiplie également les diagonales magiques, et donc les possibilités de tomber sur une relation extraordinaire. Pour voir plus concrètement ce que ça donne, j'ai développé un petit module qui calcule le nombre de diagonales magiques dans une figure composée de x carrés. Donc on voit que ici que pour un carré, on a 3 angles absolus, magiques. Pour 2 carrés, on passe à 5, 3 carrés à 9, 9 carrés à 57, 15 carrés à 157, 20 carrés 256, 40 carrés 981. Avec cette méthode, ce qui est magique, c'est surtout qu'on arrive à couvrir n'importe quel angle. Voici un autre module qui génère automatiquement des figures composées de carrés entre deux points. Donc vous voyez, si je bouge les deux points, n'importe où sur la carte, je suis toujours capable de dessiner des carrés entre eux. Alors j'ai dit que ça couvrait n'importe quel angle. Ce n'est pas tout à fait exact, puisque comme vous le voyez ici, il reste quelques petites zones vides. Mais ne vous inquiétez pas. Nos chercheurs de vérité ont trouvé la parade, puisque la théorie nous autorise à aligner notre figure sur la diagonale d'une autre figure. De quoi couvrir absolument tous les angles possibles et imaginables. Voilà, vous l'aurez compris, selon les principes de la géométrie des anciens imaginés par les chercheurs de véritude, vous pouvez prendre n'importe quel couple de points sur une carte, ils décriront dans 99,99 des cas un angle mystérico-fantastique. Il n'y a donc au final absolument rien d'extraordinaire dans ces fameux angles. Merci et au revoir. Bon, ok, puisqu'on est là, on va quand même jeter un coup d'œil à l'étude scientifique proposée par Quentin Leplain. Alors, ouvrons son petit programme que l'on peut télécharger sur son blog. Donc ici à gauche, on a la liste des pyramides qui feront partie de l'étude. Quentin en recense 24. 24 seulement, alors que il me semble que pas moins de 123 pyramides ont été mises à jour en Égypte à ce jour. 24 sur 123, ce n'est même pas 20% du nombre total de pyramides. Rien que sur le plateau de Gizeh, il nous manque les pyramides des Reines, la pyramide satellite de Képhren et les pyramides satellites de Khéops. Pourquoi ne font-elles pas partie de l'étude? Idem du côté de Abouzir, notre ami laisse de côté pas moins de 4 pyramides. Ensuite, si on regarde la liste plus attentivement, on y découvre le Sphinx. Depuis quand le Sphinx est de forme pyramidale? On remarque également Héliopolis, en référence à son obélisque. Mais qu'est-ce que vient faire un obélisque dans cette histoire? Est-ce à cause de son sommet triangulaire? Dans ce cas, pourquoi ne pas ajouter également tous les autres obélisques encore présents en Égypte? Je vois également Abu Ghorab, sauf qu'il n'y a pas de pyramide ici, seulement un temple, le temple du soleil. Lui non plus n'a a priori rien à faire ici, ou alors on ajoute également tous les temples. Sauf que à la base, il me semblait que le sujet de l'étude c'était les relations magiques entre les pyramides d'Égypte. Bon, ça commence vraiment très mal étant donné qu'on a un échantillon complètement biaisé, pas du tout représentatif de l'ensemble des pyramides. Regardons d'ailleurs ce qui se passe si je supprime les monuments non pyramidaux de la liste. Ah, on est quand même passé de 1 chance sur 90 352 à 1 chance sur 3125, soit 29 fois plus probable. Ce n'est quand même pas anodin. Regardons maintenant la liste des angles magiques. On a donc un beau tableau qui regroupe les angles formés par les différentes diagonales de figures composées de carrés. Par exemple ici, figure de 1 carré sur 1, donc 45 degrés, figure de 1 carré sur 2, 26, 57 degrés, ici
1 carré sur 3, là 3 carrés sur 2, etc. jusqu'à une figure de 10 carrés sur 25 quand même. Ça en fait des angles magiques possibles. Mais pourquoi donc se limiter à 10 sur 25 ? Après tout, dans la théorie proposée, si j'ai bien suivi l'ensemble des vidéos de Quentin et Howard, il n'y a pas de limite, à partir du moment où la figure est composée de carrés. Dans sa notice, Quentin précise, je cite, « Il n'est pas judicieux de rechercher les angles formés par des structures dépassant les 10 chiffres que comporte la base 10. » Le problème, c'est que dans ces différentes démonstrations, lui ne se limite pas du tout à 10 carrés maximum. Comme par exemple ici, où Quentin aligne pas moins de 44 carrés. Pour obtenir un angle de 15,47 degrés, il nous faut dessiner 4 carrés côte à côte et en tracer la diagonale. Cet angle mesure alors 14,04 degrés. Puis, on va poser sur cette diagonale 40 petits carrés côte à côte encore une fois. Cette nouvelle diagonale aura un angle de 1,43 degrés. Mais que remarque-t-on encore ? Que parmi les 205 angles magiques listés, Quentin a décidé de n'en retenir que 24. Pourquoi donc ? Et pourquoi ces angles-là plutôt que d'autres ? Il est vrai qu'il y a des angles en doublon, comme celui-ci ou celui-là par exemple. Mais les autres, pourquoi faire l'impasse dessus ? Et pourquoi soudain prendre celui-ci qui se balade tout seul loin de ses petits copains ? 7 carrés sur 24. Alors que je croyais qu'il n'était pas judicieux de dépasser 10 carrés. Et parmi les angles qu'il rajoute à sa liste ici, pourquoi en exclure certains ? Ça n'a aucune logique. On est une nouvelle fois confronté à un biais de sélection. Alors, pour l'occasion, j'ai créé un autre module qui permet de visualiser concrètement les résultats de l'analyse de Quentin. J'utilise l'API de Google Maps qui donne des résultats très précis. Donc ici, j'ai positionné sur la carte la liste de ces pyramides en utilisant les mêmes coordonnées GPS. Alors déjà, on remarque qu'il y a un petit bug dans son programme, puisqu'en réalité, on trouve 32 angles et non 33. Son programme affiche 33, mais dénombre pourtant bien 32 angles, comme j'ai pu le vérifier dans son code. Donc on laisse le soin à Quentin de corriger ce problème. Alors les lignes rouges symbolisent les diagonales magiques trouvées, et les jaunes le reste des segments entre les différentes pyramides. Premier constat, le positionnement soi-disant réfléchi par les bâtisseurs semble quand même particulièrement erratique. Ça part vraiment dans tous les sens au niveau des angles. On peut voir également qu'il y a une pyramide qui est orpheline de toute relation. Et si je supprime les lieux qui ne sont pas des pyramides, Sphinx & Co, on passe à 2 pyramides orphelines. 2 sur 21, ça fait 10% des bâtiments qui ne répondent pas à l'hypothèse. Personnellement, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle une démonstration implacable. Maintenant, si je remets toutes les pyramides et que je zoome sur l'une d'entre elles. Voilà, alors celle-ci par exemple, c'est la pyramide noire. J'aimerais bien savoir comment Quentin a décidé que le centre de cette pyramide c'était très précisément ici, parmi ce gros tas de cailloux diffus. Moi j'ai plutôt l'impression que le sommet ce serait là. Alors si par exemple je déplace légèrement la pyramide, voilà, tiens donc, on est tombé à 30 résultats positifs. Ça tient vraiment à peu de choses. Si je remonte sur la carte et que je chope une autre pyramide, ici la pyramide rouge 2, encore un beau tas informe. Idem, j'ai l'impression que le centre de la pyramide ce serait plutôt par ici. Bam, plus que 26 succès. Comme quoi on peut légitimement s'interroger également sur la pertinence des coordonnées GPS choisies. D'ailleurs, le fait que Quentin Leplat se base sur des images satellites pour déterminer les coordonnées de ces monuments est problématique. En effet, pour tout un tas de raisons techniques que je ne développerai pas ici, il existe des décalages plus ou moins importants entre les images aériennes placardées dans les logiciels de navigation et la réalité. Par exemple ici, la pyramide de Khéops sur Google Earth. Si je change de source, on constate que la pyramide n'est jamais exactement à la même place. Du coup, c'est vraiment difficile de déterminer où se situe son centre. Alors, avec notre module, on peut également s'amuser à répartir les pyramides aléatoirement sur la carte et voir ce que ça donne. On constate quand même pas mal de rouge. On va faire un dernier test avec le programme de Quentin. Je vais sélectionner tous les angles magiques de sa liste et supprimer les monuments non pyramidaux. Je lance le calcul. Le programme nous indique alors qu'il y a, je cite, environ une chance sur -1
pour que la disposition des lieux soit due au hasard. Donc visiblement, il est impossible de ne pas trouver d'angle magique entre les pyramides, quelles qu'elles soient. Ou alors il y a un bug dans le programme et dans ce cas, les résultats sont erronés depuis le début. Bref, j'ai quand même l'impression que l'étude de Quentin est particulièrement biaisée et qu'il a bien pris soin de ne retenir que ce qu'il arrangeait. Demandons son avis à Christophe de la chaîne Hygiène Mentale. Bonjour Gollum Illuminati. J'ai suivi avec attention tes vérifications de données. Je trouve ça fascinant car là, on est exactement dans le processus d'une revue par les pairs. C'est exactement le processus des publications scientifiques. Quentin Leplat a vraiment eu une bonne façon de faire lorsqu'il a publié ses résultats, en les mettant en ligne de façon publique et en appelant les collègues, les tenants comme les sceptiques, à vérifier ses données, ses calculs et ses conclusions. Je suis ravi que tu aies pris le temps de répondre à cet appel de façon rigoureuse et respectueuse. Et en effet, il me semble que nous sommes là face à un bel exemple de ce qu'on appelle du data dredging, c'est-à-dire de l'optimisation des données a posteriori. C'est une technique statistique qui consiste à ne prendre en compte que les portions d'échantillons qui sont favorables à l'hypothèse de départ. Il a probablement essayé avec toutes sortes de pyramides, et les 24 pyramides qu'il a retenues sont celles avec lesquelles il a justement réussi à avoir le meilleur résultat, quitte à considérer que le sphinx et l'obélisque sont des pyramides. Et pareil avec les angles, il a probablement essayé plein de combinaisons possibles, et les angles qu'il a choisi de compter sont ceux qui lui ont donné le meilleur résultat. Et quand je veux dire meilleur, je veux dire ceux qui vont justement dans son sens. Ça, c'est ce qu'on appelle du p-hacking, c'est-à-dire du piratage de la valeur p. C'est strictement interdit dans la démarche scientifique. C'est un des critères que les reviewers doivent déceler lors d'un comité de lecture, avant la publication d'un article scientifique. C'est bien plus courant qu'on l'imagine. La valeur P d'une expérience, c'est les chances d'avoir ce résultat par pur hasard. Il est commun de se fixer un seuil de 5%, c'est-à-dire que s'il y avait au moins une chance sur 20 d'obtenir un tel résultat par hasard, alors on est face à un résultat significatif. En parapsychologie, et dans toutes les disciplines controversées du paranormal, comme ici le peuple des anciens bâtisseurs, il est d'usage d'utiliser un seuil plutôt de 1%, pour être sûr de clouer le bec aux plus sceptiques. Quentin Leplat trouve une valeur P de 1 pour 90 000. Ce serait tout à fait exceptionnel. Et il y aurait vraiment eu de quoi trouver que les pyramides ont précisément été disposées selon un schéma. Même là, il est évident qu'il y a eu une sélection des données a posteriori. Et ce que je trouve le plus fascinant, c'est qu'un chercheur peut très bien faire ce genre de biais statistique sans même s'en rendre compte. On a trop rapidement envie de crier à la fraude ou accuser de manipulation. Mais en fait, ce genre de raisonnement est très intuitif et nous sommes tous les victimes de ces genres de biais statistiques. Ça arrive même aux plus grands chercheurs. C'est pour ça que la revue par les pairs est importante. C'est pas tellement pour détecter les fraudeurs, c'est surtout une sécurité pour le chercheur, un garde-fou, pour s'éviter de tomber inconsciemment dans ce genre de biais. L'esprit humain a vraiment une très mauvaise gestion intuitive des statistiques. Merci Christophe. Au-delà de ces considérations, peut-on conclure quoi que ce soit d'une telle étude ? Qu'un événement peu probable statistiquement se produise, induit-il que cet événement ne peut pas être le fruit du hasard et qu'il est obligatoirement le reflet d'une intention ? Par exemple, si je joue au loto, je n'ai en théorie qu'une chance sur 1 900 000 et quelques de tirer les 5 bons numéros. Pourtant, les super gagnants au loto, ça existe. La probabilité de gagner étant particulièrement faible, doit-on en conclure que les gagnants savaient pertinemment quel numéro allait sortir ? Une probabilité, même extrêmement faible, ne signifie aucunement que l'événement est impossible ou qu'il est forcément intentionnel. Monsieur Leplat est visiblement convaincu du bien fondé de sa méthodologie qui consiste à ne pas en avoir, nous a mis au défi d'arriver à tracer des modules composés de carrés entre des antennes relais d'une zone qu'il aura définie. L'occasion de démontrer une nouvelle fois l'absence de valeur de cette démonstration alambiquée était trop belle et nous avons bien entendu relevé le défi. Malgré le soin qu'il aura visiblement pris de sélectionner les antennes qui, selon lui, auraient le moins de chances de permettre de tracer des lignes magiques entre elles, il ne nous aura fallu que quelques minutes pour faire apparaître des modules carrés tout azimut.
Et encore, nous ne nous sommes contentés que de relations basiques, puisqu'il ne faut pas oublier que Quentin n'hésite pas à faire pivoter ses modules de carré dans tous les sens et utiliser d'autres relations alambiquées de son cru. Que conclure de ce petit exercice pratique? Que les techniciens d'Orange ont placé ces antennes relais pour nous laisser un message important pour l'humanité? Ou bien tout simplement que les démonstrations numérologiques de Quentin Leplat sont du gros bullshit? À vous de juger. L'animateur de la chaîne Passé Recomposé aime beaucoup faire de la caricature, et pour tenter de décrédibiliser le travail que je fais ou que d'autres personnes font en astrogéométrie, notamment et dans tout un tas de recherches sur les sciences anciennes. Toutefois, j'avais déjà constaté à de nombreuses reprises que cette critique était extrêmement déformée et malhonnête, et j'avais lancé un défi qui consistait à comparer des objets aléatoires, que sont des antennes relais par exemple, avec des mégalithes dont nous avons démontré, avec des méthodes scientifiques, statistiques, de probabilité, qui ne peuvent pas avoir été disposées au hasard dans le territoire. Et qu'il y avait des relations géométriques entre les mégalithes. Et que par contre, ces relations ne sont pas présentes sur des antennes relais, par exemple. Et donc c'est ceci que j'avais lancé comme défi, et je savais en fait d'avance que l'animateur de la chaîne tomberait dans le panneau, et tenterait de tracer des petits carrés entre les antennes relais. Et évidemment, je savais exactement qu'il allait les tracer de manière grossière et approximative. Car si, sur le petit schéma ici, ça a l'air à peu près juste, en réalité, si on va sur le terrain, c'est totalement faux. C'est ce qu'on va aller voir. Ici, il a tracé un double carré entre l'antenne relais de Châteauguay et celle d'Orsay. Autrement dit, un double carré axé sur les axes cardinaux. Donc ils sont rejoints par la diagonale ici, ce qui veut dire que l'angle de diagonale devrait mesurer avec le nord un angle de 26,56°. Si c'est bien un double carré. Or, nous allons aller voir exactement quel est l'angle réel entre ces points. Hop, alors ici nous avons l'antenne relais de Châteauguay, avec un angle de 332,98°, jusqu'à l'antenne relais d'Orsay, qui se trouve ici. Ce qui veut dire que nous n'avons pas du tout un angle de 26,56°, puisqu'en fait nous avons, si nous faisons 360 moins 332,98, nous avons 27,02°. Autrement dit, nous avons un angle approximatif à 98%. Ce qui, dans le domaine de recherche que nous pratiquons, n'est absolument pas recevable. Nous ne travaillons jamais avec un tel niveau de précision. Nous travaillons avec une précision au centième de degré, ou au maximum 2 centièmes de degré. Et en réalité, sur tous les systèmes rectangulaires qui sont tracés dans cette vidéo, tous présentent une précision grossière. Et c'est toute la différence en fait qu'il y a entre la disposition des mégalithes et celle d'objets que l'on prend au hasard. C'est que lorsqu'on calcule la probabilité de tracer des doubles carrés, des triples carrés, si on se donne une marge d'erreur importante, c'est facile. Si on ne se donne pas une marge d'erreur importante, c'est très difficile, voire impossible. Ah mais mon cher Quentin, nous n'avons pourtant fait que suivre ta méthode qui consiste à tracer grossièrement des formes géométriques sur Google Earth, à partir de repères très approximatifs. C'est justement ce bidouillage qui te permet d'ajuster les modules que tu traces et d'invoquer une incroyable précision totalement bidon. Voici par exemple un extrait de ta vidéo réponse à Alexis. Ensuite, on va avoir un autre phénomène intéressant si on se met à étudier un peu plus la géométrie sur des plus longues distances. L'immense lac qui se trouve devant les deux cités, ses proportions, c'est un immense quadruple carré. Un immense quadruple carré. En réalité, si l'on zoome sur le lac en question et que l'on reproduit le plus fidèlement possible les repères utilisés par Quentin, on se rend compte que son incroyable quadruple carré dépasse largement et est encore bien moins précis que les alignements mystérieux entre les antennes relais. C'est le cas également par exemple de cet autre taxe magique dit du 14 juillet, ou bien encore cet incroyable triangle penché aux dimensions très précises, ou pas. Quant au reste des affirmations de cette seule vidéo, elles sont très difficilement vérifiables, Quentin refusant étrangement de fournir les coordonnées GPS des différents points de repère qu'il a utilisés. Des points de repère dont la sélection n'a comme unique justification que ça valide. Bonjour le raisonnement circulaire. Quentin Leplat pratique ce que l'on nomme le millefeuille argumentatif.
il inonde son auditoire d'innombrables données, l'assommant de quantités d'informations que le spectateur lambda n'ira pas vérifier. Et bien évidemment, dès que l'on se penche un peu plus sur ce gloubi-glouba numérologique, les bidouillages apparaissent rapidement. Du moins lorsqu'il est possible de les vérifier, puisque la plupart du temps, il est très difficile de déterminer précisément les coordonnées des repères qu'il a utilisés. Voici un autre exemple de supercherie dans une vidéo consacrée à l'architecture de Notre-Dame de Paris. On montre au spectateur un rectangle dont le ratio serait le nombre d'or. Sauf que si l'on refait le calcul avec les dimensions proposées par Quentin lui-même, nous n'obtenons pas 2,618, mais environ 2,619. Mais ce n'est pas tout, puisque si l'on y regarde d'encore plus près, on constate que la longueur estimée par Quentin Leplat est erronée, puisqu'en reprenant scrupuleusement l'échelle, celle-ci devrait être d'environ 135,6 et non 137, soit un ratio d'environ 2,59, bien loin du nombre d'or évoqué par notre ami. Bien sûr, dans tout ça, le plus important, ce n'est pas l'exactitude ou non des calculs proposés, mais bien évidemment leur raison d'être. L'hypothèse défendue par Howard et Quentin devrait être prédictive. Il devrait exister des règles communes à tous ces édifices qu'il serait possible d'avancer avant de poser les calculs. Mais ce n'est pas le cas, car comme Quentin l'expliquait lors de son débat avec Alexis Seydoux, sa méthode consiste uniquement à tracer inlassablement des modules carrés entre tout et n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose qui colle à peu près à ce qu'il cherche. L'important, c'est que ça valide. Ainsi, comme nous l'avons vu, Quentin Leplat est très loin de proposer des tracés et des calculs du niveau de précision qu'il prétend avoir. Ainsi, si le manque de précision de nos alignements entre les antennes relais invalide notre résultat, il devrait en être de même avec ceux, tout aussi imprécis, proposés par Howard et Quentin. Mais tu es payé par qui pour passer ton temps à détruire les travaux des chercheurs de vérité? On se retrouve très bientôt pour de nouvelles questions sur les mystérieux mystères de l'univers. Step out in a white and every girl a ball out photo. Hey, if you're not trouble me, me not trouble you. Tell them in a me vibes, you know. Hey, we tell them we alright, you know. Believe it now, so my team a gone.